Merci d'être là pour ce talk. On va parler d'applications cloud native. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Moi, c'est Katia. Je suis informaticienne. J'ai toujours fait de l'infra, du dev back. Je suis pas très forte en front, malheureusement. Et depuis quelques temps, je suis aussi CTO et cofondatrice de Cockpit.io, donc une entreprise où on fait du conseil, du build, des formations autour des sujets cloud et DevOps. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec des cloud providers publics, notamment AWS, mais pas que. Et pareil pour la containerisation. Et sinon, dans mon quotidien, à côté des confs, je suis consultante SRE, cloud, DevOps, etc. J'ai plusieurs sujets que j'aime beaucoup, donc les conteneurs, les serverless, tout ce qui est serverless, GitOps, etc. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai posé plusieurs constats. Le premier, c'est que quand on s'intéresse aux chiffres du cloud, au niveau mondial, quand on voit les projections, de plus en plus, on va être confronté à des architectures, à des infrastructures qui sont sur le cloud. On est condamné à aller sur le cloud. Donc là, vous voyez, sur 2032, on va avoir vraiment le nombre d'infrastructures, le chiffre d'affaires en fait, du cloud public qui va aller en exponentiel. Et quand on réfléchit à l'année 2023 d'un point de vue économique, c'est très particulier. Là, c'est pas le pourcentage de cloud, c'est vraiment la courbe de croissance qui commence à se stabiliser un petit peu. Donc il y a toujours une croissance, mais il y a une stabilisation. On va avoir des organisations qui vont se concentrer sur les usages qu'ils font du cloud. Donc on va avoir vraiment une volonté d'optimiser les usages qu'on fait, d'optimiser les infrastructures, d'optimiser les coûts, parce que ça, on le sent passer le coût des infrastructures cloud. Donc on va avoir vraiment cette topologie-là de projets qui sont déjà sur le cloud, et on se posera la question de plus en plus, comment je fais pour vraiment optimiser l'usage que je fais du cloud. Et quand je repense à tous les projets sur lesquels j'ai travaillé après plusieurs années, forcément, quand on arrive sur un nouveau projet qui existe ou un nouveau projet de migration, on se rend compte en fait quand on imagine un déroulé, qu'on imagine lisse, et au final on passe par des phases complexes parce qu'on n'a pas bien préparé son projet. Pourquoi ce talk? En faisant ce constat-là, j'ai décidé d'en faire un talk, d'une part pour partager mes retours d'expérience, qu'est-ce que j'ai appris après plusieurs dizaines de projets de migration et d'optimisation, partager avec vous la méthodologie qu'on a mis en place au sein de Cockpit.io pour garantir la réussite de nos projets, et puis vous donner à vous aussi les clés pour éviter les pièges courants, mais aussi pour avoir un axe de réflexion par rapport à votre existant. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez optimiser? Avant d'aller plus loin, je vais faire quand même un petit rappel de définition. Et avant de faire le rappel de définition, j'aimerais bien faire un petit sondage qui est déjà son infrastructure est sur le cloud. Ok. Donc tout le reste on-prem, c'est ça? Qui est on-prem? Ok, super. Cloud computing, est-ce que tout le monde sait ce que c'est le cloud computing? Le cloud computing, c'est un ensemble de ressources et de services qui vont être fournis à la demande par des fournisseurs de services cloud. Quand je dis fournisseurs de services, dans des petites entreprises, ça va être les cloud providers publics, mais dans des grandes entreprises, on va avoir vraiment des équipes internes dédiées à l'infra qui vont faire de la revente de services cloud privés aux équipes de développement. Et donc en fait l'avantage du cloud computing, c'est que toute la partie physique, elle va être managée par le fournisseur du service, donc on ne va pas se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'acheter par anticipation plusieurs serveurs parce que je risque de passer à la télé par exemple, etc. Et on va avoir aussi de nombreux services cloud, des services de type réseau, des serveurs sur le cloud, des logiciels en mode SaaS, des bases de données, etc. Et quand on parle de cloud, en réalité, il y a trois types de cloud. Il y a le cloud public, les GAFAM, ou sinon les souverains, OVH, Scaleway. Le cloud privé, donc même quand vous êtes sur une infrastructure on-premise, vous pouvez avoir votre propre cloud privé. Et puis on va avoir aussi le cloud hybride. Ça veut dire qu'on va avoir une partie qui est sur le cloud public, une partie sur le cloud privé, et on va pouvoir travailler avec les deux. Quand on va sur le cloud, on cherche à avoir des avantages, de nombreux avantages. On veut réduire les coûts. Ça, c'est pas toujours vrai. Mais parce que ça dépendra des usages que l'on fait, mais normalement la promesse c'est on paye uniquement ce qu'on consomme. On va réduire le time to market, on va avoir énormément d'entreprises, des petites startups qui vont réussir à déployer, à aller en production très rapidement, sans avoir spécialement les compétences Ops, parce que justement il y a une facilité qui est amenée par le modèle cloud.
Et puis de l'agilité. Donc si vous voulez changer votre architecture, vous voulez changer votre infrastructure, vous allez pouvoir le faire plus facilement, des fois trop facilement, parce qu'on va clic sur les consoles. Et puis la scalabilité. Donc on donne l'exemple des personnes, des entreprises qui passent à la télé. Quand vous avez 0 ou 1 requête et que vous avez 1 million de requêtes, c'est beaucoup plus simple de répondre à cette problématique-là de pic de trafic, de pic de charge quand vous êtes sur un cloud public. Ils savent très très bien gérer ça. Et quand on parle de cloud computing, on parle aussi de cloud native. Donc qu'est-ce que le cloud native? C'est une approche logicielle qui va nous permettre plusieurs choses. La première, créer, déployer et gérer des applications dans des environnements cloud. Donc ça, jusque-là, ça va. Et puis la deuxième chose, c'est mettre en œuvre des systèmes faiblement couplés, résilients, manageables et observables. On est tous d'accord ici, on a tous envie d'avoir des applications manageables, faiblement couplées, résilientes, qui démarrent sans... Voilà, si on a un incident, ça devient un non-événement, etc. Quand on voit ça, on se dit, OK, on a tous envie d'atteindre cet objectif-là, ces objectifs-là, comment on va mettre en place cette approche? Donc, si vous êtes là, normalement, c'est la réponse à laquelle vous attendez. Avant de vous donner ma réponse, moi, je me suis intéressée à la réponse donnée par la Cloud Native Computing Foundation, donc qui dépend de la Linux Foundation, qui est aujourd'hui la référence quand on parle de cloud native, quand on parle de cloud computing. Et d'après eux, donc ils nous disent que c'est les conteneurs. Les conteneurs, j'en fais depuis Docker, j'en fais depuis 2016, et je sais très bien que c'est magique, c'est très bien, mais toutes les applications ne nécessitent pas d'être conteneurisées, notamment quand on va déployer sur du PaaS. Les microservices, j'ai vu des applications monolithes. J'ai pas envie de me lancer dans une guerre, me dire ah ben on va tout découper en petits morceaux, on va tout transformer en microservices. Donc il y a les deux mondes. Et puis voilà, en fait, donc c'est pas une obligation. Vous imaginez si vous devez transformer votre application en microservice pour aller sur le cloud, c'est un peu compliqué, ça va demander énormément de travail. Les services mesh, bon là on commence à aller dans le dur, c'est quand même un gros morceau. Qui a déjà travaillé avec un service mesh? Voilà. Il faut quand même c'est des contextes particuliers, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec Istio, Linkerd pour les autres, c'est particulier. Donc je ne pense pas que ça s'adresse à tout le monde. Et puis les API déclaratives, ok, les infrastructures immuables, ok, et puis 3 petits points. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, ok, déjà les 5 éléments qui sont listés, c'est des beaux morceaux. Qu'est-ce qui se cache derrière les 3 petits points? Derrière les trois petits points, il y a en réalité la fameuse CNCF Landscape. On a tous eu plus ou moins cette réaction quand on l'a vu la première fois. Moi, quand j'ai fait cette capture d'écran, donc elle date du 1er septembre 2023, j'ai laissé exprès la capture du 1er septembre 2023 parce que depuis, il y a d'autres outils qui ont été ajoutés à cette fameuse landscape, notamment OpenTofu, pour ceux qui ont suivi le drama autour de Terraform. Et puis voilà, donc ça augmente, on a de plus en plus d'outils qui s'ajoutent. Et quand on voit ça, quand on arrive sur cette landscape-là, la première chose qu'on se pose les premières fois, c'est par quoi on commence? Par quel morceau on prend cette fameuse landscape? Et puis on se dit, est-ce que c'est vraiment ça, en fait, son secret pour réussir son projet de migration ou son projet d'adoption de l'approche logicielle cloud native? La réponse est bien évidemment non. Sauf si vous voulez finir avec une équipe totalement à bout face à cette landscape, toute cette masse d'outils. Ou sinon, en fait, il y a une autre stratégie, c'est on va en talk, on écoute, on va au meet-up, on regarde un petit peu les articles de blog, que font les autres, puis voilà, on pioche un petit peu au hasard, ça me parle. Donc je prends ça parce que j'en ai entendu parler. Donc ça arrive souvent. Et croyez-moi, si vous faites ça, croyez-moi, vous allez finir avec un quotidien extrêmement compliqué. Donc vous allez mal le vivre. Et donc, si je vous dis ça, le talk n'est bien évidemment pas fini, on a encore un petit peu de temps. Vous allez me dire, Katia, qu'est-ce que tu nous conseilles alors pour bien faire ses choix, pour bien optimiser son infrastructure, ses applications, quand on veut soit migrer vers le cloud public ou vers le cloud privé, soit optimiser aussi son existant. Alors moi, la réponse, c'est suivre quelques règles de base que je vais vous expliquer, vous présenter tout au long de ce talk. La première, on est des techs. Parfois, on a tendance vraiment à avoir la tête dans le guidon, à se concentrer énormément sur la partie tech.
Donc il ne faut vraiment pas se concentrer uniquement sur la partie tech. Même si on est tech, c'est super important, mais il faut savoir prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. C'est important, mais ce n'est pas tout. La réussite de votre projet, donc soit d'optimisation, soit de migration, ne va pas dépendre uniquement de ça. Le contexte dans lequel évolue l'application a aussi son importance. Ça, il faut vraiment apprendre à... Soit on le fait naturellement, mais voilà, il faut toujours garder ça en tête. Pour quelle entreprise je travaille, quel est l'objectif de cette entreprise, etc. Et puis, il faut définir ses objectifs. Donc, la règle numéro 2, définir ses objectifs. Qu'est-ce que je veux en fait? Pourquoi je veux aller sur le cloud? Est-ce que c'est pour faire comme les autres parce que tout le monde va sur le cloud, ou est-ce que j'ai vraiment une stratégie, un objectif à atteindre? Quels sont les avantages dont je souhaite bénéficier? Si vous êtes une entreprise et que vous voulez vous déployer par exemple voilà, sur un autre continent, vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous voulez attaquer le marché en Australie ou aux États-Unis, ou je ne sais pas, c'est pas la même chose qu'une entreprise qui veut juste stabiliser sa base clientèle. Il y a des entreprises qui disent, moi, je ne veux pas gagner d'autres clients, j'ai mes clients, je veux maintenant voilà, me concentrer sur mon existant. Donc, selon les avantages que vous voulez choisir, est-ce que vous voulez réduire vos coûts, avoir de la haute disponibilité, avoir autre chose, ça ne va pas être la même chose. Pareil pour les objectifs business que je viens de vous dire, donc vous déployer à l'international, ce n'est pas la même chose que rester juste en France. Et puis gardez toujours en tête que aller sur le cloud n'est pas un objectif, mais ça doit être un moyen d'atteindre ces objectifs business. Pourquoi? Parce qu'on travaille tous pour des entreprises qui ont des objectifs business, et ça qui garantit la prospérité de l'entreprise. Donc ça, c'est un élément important à garder en tête. Et puis, règle numéro 3, communiquer avant, pendant et après le projet. Ça, on ne le fait pas suffisamment. Donc, quand je dis nous, ce n'est pas uniquement les équipes tech, mais c'est vraiment l'entreprise dans son entièreté. Tout le monde doit avoir le même niveau d'information. Ne pas hésiter à rappeler les objectifs tout au long du projet, surtout si on intègre une nouvelle personne sur une application qui existe déjà. Et puis, voilà, ne pas négliger la communication inter- et intra-équipe, donc voilà, avec les équipes de direction, les équipes métiers, etc., pour vraiment aligner tout le monde. Sinon, on risque de se retrouver avec des personnes qui travaillent, qui font des choix, qui ne savent pas vraiment pourquoi, parce qu'il y a des informations qui manquent. Et ça va avoir un impact parfois négatif sur la suite. Il faut ensuite analyser vos pratiques et votre culture, la culture d'entreprise, la culture de votre équipe. Faites le point, voilà, ce que vous avez déjà, ce que vous êtes au fait par rapport à ce qui se fait dans la culture DevOps, ce que préconise la culture DevOps. C'est une véritable facilitatrice de l'adoption de l'approche cloud native, parce qu'il y a des piliers dans cette culture-là qui vont vraiment vous faciliter la vie, notamment, voilà, on parle d'intégration continue, on parle d'automatisation, on parle d'énormément de choses. Faites le point aussi sur vos procédures internes. Si vous êtes certifié, je ne sais pas quelle certification, que vous avez des certifications extrêmement contraignantes, vous avez des procédures internes extrêmement contraignantes, ça aussi faites le point en amont. Ne vous emballez pas avant d'aller sur le cloud, et au final, vous allez en fait vers des choses que vous ne pouvez pas garder. Et pareil, pour tout ce qui est pratique de CI/CD, est-ce que vous avez automatisé vos tests, vos déploiements, vos rollbacks? S'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre application quand vous déployez une nouvelle version, est-ce que facilement vous pouvez revenir à la version N plus tôt ou pas? Et puis tout ce qui est alerting également, monitoring et tout. Identifier les personnes clés, ça c'est une erreur que j'ai vue souvent, c'est que parfois on prend une personne, on dit elle c'est la plus expérimentée sur le cloud, on va la missionner, elle va optimiser l'application, ou elle va être en charge toute seule, cette personne-là. Elle va porter toute la responsabilité sur ses épaules pour aller sur le cloud ou pour optimiser son application. Donc ça en fait c'est pas bon, il faut vraiment identifier qui maîtrise l'application, ce n'est forcément pas, peut-être pas la même personne que la personne qui maîtrise les déploiements, qui maîtrise l'infrastructure. Donc tout ça, il va falloir l'identifier en amont. Et puis collaborer, donc ça, parfois quand je le dis, je n'enfonce pas des portes ouvertes, mais c'est vraiment un élément très important. Comme je vous ai donné l'exemple de cette personne-là unique qui va tout devoir faire toute seule, c'est un exemple qui est fréquent. Donc il faut vraiment créer une équipe multidisciplinaire. Et même nous, en tant que tech, si on a besoin de collaborer avec d'autres personnes, il faut vraiment le demander. Casser les silos, cultiver l'esprit collaboratif, c'est des choses très très importantes. Et puis analyser votre application et votre infrastructure. Donc avant de faire quoi que ce soit, n'importe quelle modification, c'est super important
prendre le temps de savoir où vous en êtes aujourd'hui, d'un point de vue applicatif et d'un point de vue infrastructure. Est-ce que vous êtes en microservices? Est-ce que vous êtes en monolithique? Est-ce que vous êtes plutôt orienté événement avec une architecture dite serverless, avec des fonctions, etc. Ça, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même architecture. Donc l'impact sur vos applications, l'impact sur l'architecture infrastructure n'est pas du tout le même. Les langages, les dépendances, les versions, je le mets, il me dit bah, c'est normal, normalement on se met tous à jour, mais en fait toutes les entreprises ne se mettent pas, n'ont pas les moyens, ne sont pas à jour 100%. Ça m'est déjà arrivé de croiser des versions qui n'existent plus, un paquet de dépendances qu'on n'arrivait plus du tout à retrouver sur Internet. Donc moi, on m'avait déjà appelé sur un projet, on me dit oui, mais on peut containeriser parce que la containerisation, c'est bien, ça permet de packager les applications dites legacy. Oui, mais si je peux pas retrouver tes dépendances, c'est un peu compliqué. À part voilà, donc à part les redévelopper ou faire quelque chose. Donc ça, c'est des choses qui existent encore. Regardez aussi au niveau de la persistance. Est-ce que votre application est stateful, stateless? Stateful, ça veut dire qu'elle écrit des fichiers sur le nœud sur lequel elle est déployée. Ou stateless, donc non, en fait, elle va écrire dans des bases de données, elle va écrire dans des object storage type S3 ou autre. Et puis les licences utilisées aussi, parfois on a des licences très contraignantes. Si l'application redémarre et que ce n'est pas le même hostname ou ce n'est pas la même IP interne, c'est compliqué pour ça, donc ça c'est super important à définir. Les données à transférer, il y a des projets qui s'arrêtent parce que la quantité de projets de migration vers le cloud qui s'arrêtent parce que la quantité de données à migrer est tellement importante en cas de besoin de réversibilité, de revenir sur une infrastructure on-prem, c'est compliqué. Donc ça, il faut le faire avant d'aller quelque part. Regardez l'infrastructure existante, est-ce que vous êtes déployé sur des VM, déployé déjà sur du cube ou pas. Les ressources utilisées, donc pour bien dimensionner votre infrastructure, en RAM, CPU, le type de machine. Le trafic, est-ce que votre trafic est calme, plat, vous avez une courbe plate, donc vous avez un trafic assez régulier, ou vous avez des pics de charge, parce que quand vous êtes par exemple un site de médias, un site de vidéo à la demande, une plateforme de streaming, vous n'avez pas le même pic de charge voilà, qu'un site de l'école ou qu'un site e-commerce. Et puis l'observabilité, donc je parle d'observabilité, je mets à l'intérieur tout ce qui est log, monitoring, alerting, les traces aussi, c'est super important. Donc, ce que vous êtes déjà équipé ou pas, donc c'est des choses qu'il va falloir anticiper. Faire un point sur la sécurité. Donc, la sécurité ne doit pas venir après, elle doit venir vraiment en amont de quel que soit, et tout le long du projet, elle doit exister. Listez vos contraintes réglementaires ou procédures. Si vous devez, par exemple, à n'importe quel changement d'infrastructure, organiser un cab express, etc., c'est des choses qui existent, qui sont contraignantes. Donc, posez-vous la question, si vous partez sur le cloud public, est-ce que c'est compatible avec vos contraintes réglementaires et vos procédures internes? Est-ce que votre application elle doit être accessible depuis un WAF, enfin depuis un VPN ou filtrage IP? Et puis il y a des applications aussi qui sont déployées sur des environnements qui sont fermés, c'est-à-dire pas accessibles depuis Internet, et les machines n'ont pas accès à Internet. Donc tout ça, il va falloir l'anticiper en amont. Et puis tout ce qui est authentification et autorisation, donc des fois quand on démarre, on fait un POC, on se dit voilà, je vais faire mon lancement en production dans pas longtemps. Ne laissez pas ça en fait à la fin, donc anticipez-le, soit vous le faites porter par un service tiers, soit par l'application. Bon, je ne me mouille pas non plus dans ce choix-là, la meilleure option ou pas, ça dépend du contexte. Mais ça, en tout cas, il va falloir le penser en amont. Cadrez votre projet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à tout ça, une fois que vous avez fini la phase d'analyse, est-ce que tout le scope applicatif et infrastructure est concerné? Est-ce que vous déployez toutes vos applications? Vous voulez les optimiser toutes? Vous voulez toutes les migrer ou pas? Donc ça, c'est pas la même chose, donc il va falloir le définir en amont. Le choix de l'architecture cible, si vous passez d'un modèle VM à un modèle, par exemple, conteneurisé sur Cube, peu importe où, ce ne sera pas la même chose. Faites le choix aussi des fournisseurs cloud. Donc ça, je le dis en amont parce que tous les fournisseurs cloud n'ont pas le même catalogue de services. C'est normal sur les options souveraines, le catalogue est un peu plus restreint. Donc avant de choisir sa solution, déjà anticipez ça. Si vous n'avez pas d'autre choix que d'être sur un catalogue, sur un fournisseur souverain,
Faites-le avant, en fait, faites les choix, cadrez-les avant de vous lancer dans l'architecture. Et puis anticiper les besoins de formation des équipes, ça aussi c'est quelque chose d'assez fréquent. Donc voilà, on m'appelle, on me demande, voilà, on va migrer tout sur Cube. Personne n'est formé ni à la containerisation, ni à Cube, ni à Terraform, ni à rien du tout. Mais ça sera, non mais c'est facile, on verra ça après. Et une fois après, quand arrive le premier incident et quand on se retrouve avec des équipes de dev ou des équipes ops qui ne savent même pas où regarder, c'est compliqué. Donc s'il y a besoin de former des gens, il faut le faire en amont. Il ne faut pas attendre la fin du projet ou se dire on verra après, c'est facile. Anticiper aussi tout ce qui est cost management. Donc pareil, il y a une idée reçue. Effectivement, sur le cloud, on paye que ce qu'on consomme, mais c'est pas magique. Donc des fois, on y va parce qu'on a le clic facile. Donc voilà, on y va, on dimensionne, c'est très simple, mais en fait, non, après, on a des difficultés à savoir qu'est-ce qui consomme vraiment le plus sur mon application, sur mon architecture. Donc quand je parle de cost management, il y a plusieurs stratégies de FinOps quand on parle de cost management, notamment, par exemple, la plus fréquente, c'est de taguer toutes ces ressources. Voilà. Et si les fuites mémoire, en fait, du Java, bon, je ne sais pas, mais il faut résoudre tout ça en amont. Et puis l'impact écologique, donc ça, en général, ça, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus important dans les entreprises. Ça va être déterminé, par exemple, par le choix de vos régions ou de vos fournisseurs cloud. Ensuite, il faut choisir la stratégie de migration. Il y a plusieurs stratégies de migration. Moi, j'ai décidé de lister celle-ci, mais celle qui va vraiment m'intéresser durant ce talk, il y en a 3. Donc le re-architect, ça veut dire je démarre d'une feuille blanche, j'ai la possibilité vraiment de laisser de côté ce qui existe et de reconcevoir une application, de concevoir une nouvelle infrastructure en démarrant vraiment en suivant les standards du marché. En général, c'est la meilleure parce que là, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le lift and reshape, ça veut dire je ne vais pas modifier beaucoup de choses, mais je vais quand même pouvoir optimiser certaines choses. Donc, notamment, si votre application écrit des fichiers localement, je vais mettre en place une stratégie pour pouvoir écrire autre part. Et le lift and shift, ça, c'est pour les organisations où on est limité par le temps. Par exemple, vous êtes déjà chez un hébergeur qui va bientôt fermer et vous êtes en urgence, vous devez trouver une solution pour changer et migrer. Ça, c'est déjà arrivé. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous voulez juste refaire une architecture semblable à celle que vous avez actuellement pour pouvoir bouger en attendant, donc c'est une étape intermédiaire en attendant d'optimiser. Vous voyez, selon la stratégie que vous allez choisir, vous n'aurez pas la même chose à faire au niveau de l'application. Définir vos KPI, moi j'ai mis les DORA Metrics, c'est les KPI les plus fréquentes quand on parle de DevOps. Donc le lead time, la fréquence de déploiement, le pourcentage d'échecs, de pannes, de problèmes en prod quand on met une nouvelle version. Ça, il vaut mieux le faire en amont, avant de faire quoi que ce soit, parce que pareil, sinon vous allez vous retrouver avec des commentaires du type « Ah, ça marchait mieux avant », mais si vous n'avez pas mesuré l'avant, avant de faire quoi que ce soit, ça va être difficile en fait d'argumenter sur une base factuelle. Et puis tout ce qui est performance, disponibilité, ça permet aussi de justifier la pertinence de votre projet. Et là, c'est que maintenant qu'on va pouvoir préparer son application, toucher son application. Donc, selon la stratégie que vous aurez choisie, soit vous ne touchez à rien au final, parce que vous n'avez pas le budget, tout simplement. Soit vous optimisez un petit peu, soit vous démarrez de tout, vous faites tout en. Et pareil, selon l'architecture cible, vous n'allez pas faire les mêmes choses. Donc ça, si vous êtes microservice, vous pouvez envisager par exemple tout ce qui est containerisation. Si vous déployez en serverless, là, ça dépend aussi de la plateforme cible que vous allez devoir utiliser. Et puis, pareil pour tout ce qui est monolithique. Donc, est-ce que vous allez sur du PaaS? Est-ce que vous allez déployer sur une VM? Est-ce que vous allez peut-être containeriser? Donc, tout ça, en fait, vos décisions à ce niveau-là vont déterminer les actions que vous allez devoir faire après. Et quand vous allez préparer votre application, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, si vous avez de nouveaux développements à faire, il va falloir le chiffrer et envisager les nouveaux développements. Si vous voulez optimiser l'existant, pareil, donc ça ne sera pas la même chose, la même quantité de travail, mais il faut lister quand même la liste des optimisations selon l'application. D'une application à l'autre, parfois dans la même équipe, on n'a pas les mêmes axes d'amélioration.
S'il faut containeriser, pareil, vous containerisez comment? Vous gérez ça comment sur votre environnement de développement local? Sur vos pipelines de CI/CD, comment vous allez containeriser? Où est-ce que vous allez poser vos conteneurs, vos images de conteneurs? Il faut envisager un registre. Ce registre-là, il va être en mode SaaS, où vous allez vous-même l'infogérer. Enfin, tout ça va être déterminant. Tout ce qui est sécurisation, pareil, il y a une préconçue. Le cloud, c'est sécurisé by design. Donc, je mets mon application dans un conteneur, je respecte les bonnes pratiques, je le pose sur le cloud, c'est sécurisé. Si l'application contient des vulnérabilités, c'est pas magique. Donc ça aussi, c'est des choses à faire. S'il y a des mises à jour à faire, des vulnérabilités à corriger, il va falloir les faire aussi, parce que ça, le cloud n'est pas magique. Il y a aussi un axe très important qu'il ne faut pas négliger, qui est de soigner ses temps de démarrage et ses temps d'arrêt. Alors, quand on va sur le cloud, il y a un changement de paradigme. Perdre un serveur, si votre serveur prend feu, sur le cloud, normalement, ça devient un non-événement. En fait, c'est ça aussi un des avantages du cloud. Vous êtes sur Cube, vous perdez un nœud parce que, je ne sais pas, il y a eu un incendie sur une zone de disponibilité. C'est pas grave, vous êtes en mode achat, il y a un autre nœud qui va être créé automatiquement parce que vous aurez mis en place les mécanismes d'autoscaling nécessaires. Mais si votre application prend 30 minutes pour démarrer, ou si quand elle redémarre ou quand elle s'arrête parce que vous voulez mettre à jour, par exemple, votre nœud, votre machine virtuelle, il faut que ça soit aussi lisse, il ne faut pas que ça soit problématique. Donc il faut que votre application, quand elle redémarre, elle sache redémarrer, reprendre ses tâches là où elles étaient. Il faut que ça soit vraiment un non-événement. Donc tout ça, c'est des choses à voir, à tester, à optimiser. C'est des choses à soigner sur le cloud pour vraiment garantir la résilience de vos applications et votre infrastructure. Et puis on a parlé de stateful set, on a parlé de des applications stateful. Envisagez par exemple soit Redis le plus fréquemment utilisé ou même cachd pour tout ce qui est cache et session. Évitez de les stocker sur vos machines parce que si vous faites ça, si vous perdez votre nœud, c'est problématique. Alors que quand vous êtes sur le cloud, vous avez quand même des mécanismes qui vous permettent justement vraiment de réduire le temps. Qui aime faire des astreintes ici? Ah, je crois que c'est la seule personne que j'ai croisée. Voilà. Mais en général, quand on a tout soigné bien comme il faut, on réduit la nécessité de faire des astreintes. Et en fait, on a des mécanismes de résilience qui nous facilitent la vie aussi en tant que tech. Et puis, on a aussi les assets, tout ce qui est assets, fichiers, etc. Donc, il y a des object storage, un type S3 en général, vous pouvez avoir aussi un Minio localement, enfin, peu importe. Envisagez plutôt d'utiliser ces solutions-là que de les stocker localement. Donc, si votre application ne sait pas le faire, peut-être ajouter une librairie pour pouvoir le faire de manière transparente. Donc, il y a énormément de solutions. En général, ça ne demande vraiment pas beaucoup de travail et d'ajout. Donc, vraiment, évitez de stocker les choses localement. Et puis, regrouper vos dépendances. Donc, j'ai mis deux exemples. Un package.json, c'est fréquent. Et puis, le requirement.txt quand on fait beaucoup de Python. Ça permet déjà l'auditabilité, de savoir où vous en êtes d'un point de vue dépendance. Ça permet de réinstaller votre application beaucoup plus facilement sur le cloud, d'une infrastructure à l'autre, d'une région à l'autre, ou en cas d'incident, si vous avez besoin de redéployer. C'est vraiment très important, éviter d'avoir des apt là, des pip install de partout. En plus, en faisant ça, il y a des outils, par exemple comme Renovate, qui vont vous permettre de savoir si vous avez une nouvelle version qui est sortie, de vous créer des MR ou des PR automatiquement, que vous allez pouvoir valider avant de fusionner. Donc en fait, en faisant ça, ça va faciliter, ça va vous permettre, pareil, d'optimiser l'usage, le redéploiement de vos infrastructures et puis la résilience de vos applications. Améliorer l'observabilité. Il va falloir en fait savoir ce que consomme mon appli, les logs. Parfois, on est noyé par les logs, parce qu'on en a beaucoup. Parfois, on n'en a pas du tout. Ou on a juste erreur. Ça m'est arrivé. On a des bugs et on a erreur. Voilà. J'ai par exemple, parfois avec Keycloak, erreur, mais je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est des choses à optimiser. Et si vous êtes par exemple vous avez plusieurs dépendances, vous avez des microservices, vraiment envisagez tout ce qui est tracing. Donc tracing, c'est mon petit là. C'est juste un exemple avec Jaeger. J'ai mis les logs avec Elastic, j'ai mis Prometheus, et Grafana. Vous pouvez utiliser les outils que vous voulez. Le plus important, c'est vraiment de penser à ça, de pouvoir suivre votre application, de comprendre comment elle fonctionne, comment elle évolue, pour pouvoir corriger des choses en cas de problème. Pour ce qui est des traces,
On parle d'OpenTelemetry, on parle voilà, de plusieurs outils comme ça. Ça permet aussi de détecter les goulots d'étranglement quand vous avez d'autres composants sur d'autres régions ou d'autres, voilà, vous êtes en microservice. Quand vous avez un ralentissement ou des problèmes, ils vont vous permettre de savoir tout de suite, plus facilement, qu'est-ce qui se passe et là où il y a un vrai problème. Si vous n'êtes pas bien équipé, vous perdez énormément de temps à chercher l'information, à essayer de débugger. Et puis, il faut préparer aussi son application en s'occupant, voilà, quand on est sur le cloud, il faut éviter d'aller sur les consoles et faire clic-clic, parce que si le jour où vous n'êtes pas là, parce que vous êtes en vacances, et qu'il y a un vrai gros incident, c'est difficile de rebasculer, par exemple, sur notre région. Pensez à infrastructure as code. Donc, infrastructure as code, on applique les bonnes pratiques du développement, du monde du développement, au monde de l'infrastructure. Donc ça, c'est un élément important. Adaptez vos workflows de CI/CD. Si vous avez modifié votre architecture, vos déploiements, vos infrastructures cibles, il va falloir en fait modifier, mettre à jour vos pipelines de CI/CD sur GitLab, GitHub ou peu importe où. Ça, c'est un point important. Puis un autre sujet aussi qui est d'adapter la stack locale. Alors, moi, ce que je préconise vraiment, c'est d'avoir les stacks les plus ISO possibles à la production, très en amont de la chaîne de production d'un logiciel. Ça veut dire, si vous utilisez, je donne l'exemple de la containerisation, mais ce n'est pas obligatoire la containerisation, si vous tournez si vous avez containerisé votre application, il faut containeriser votre application localement. Si vous avez des environnements qui sont totalement hétérogènes et différents, on va se retrouver dans la fameuse boucle. Ah ben moi ça marche localement, ça marche pas ça marche pas là-bas, ça marche sur ma machine. Ça c'est des choses aussi qui sont importantes à prendre en compte. Et quand vous avez fait tout ça, vous avez décidé, modifié votre application, vous avez tout fait comme il fallait. Là maintenant, vous voulez déployer votre nouvelle application toute fraîche, votre nouvelle infrastructure. Avant de faire ça, il faut préparer le jour J. Ça veut dire quoi? Le jour J, c'est le jour de la migration où vous faites un switch. Bon, ça dépend de la stratégie de migration. Donc là, c'est des formations professionnelles, Canary, Blue Green, bref. Il faut préparer tout ça. Moi, ce que je fais, je fais un scénario, je dis, tel jour, je fais ça, je dois faire le transfert de fichiers, les bases de données, etc. Ça m'est arrivé une fois sur un projet, on avait oublié, donc c'est sur mon premier projet, on avait oublié de voir le temps, en fait, on avait utilisé un service cloud pour faire synchronisation de 2 bases de données avant de la bascule, on avait oublié de faire un petit calcul, de savoir combien de temps ça allait prendre. Au final, c'était 8 heures, parce qu'on n'avait pas le bon type d'instance. Bon, nous, on était au taquet le matin pour faire la migration. Et quand on a lancé le bouton pour synchroniser les bases de données, on a vu 8 heures, c'était un peu pas bon. Donc, on a dû rebasculer. Donc, il faut faire ça. Les DNS, pareil, TTL, les fameux. Quand on fait pas, on met du temps à voir s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Les personnes à prévenir et puis tout ce qui est stratégie de rollback en cas de problème, des bases de données, les snapshots et la stratégie de déploiement. Est-ce que vous voulez faire ça en Blue Green, en Canary Deployment, c'est-à-dire on bascule petit à petit 5%, 10%, 20% du trafic avant de faire la bascule totale. Et puis tester ce scénario, on a tous au moins un environnement hors production. Donc il faut redéployer et tester et faire semblant, en fait, faire comme si c'était le jour J. Parce que ça permet de savoir que finalement la base de données va me prendre 8 heures, que le redémarrage n'est pas bon, que j'ai oublié telle ou telle chose. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Tester le nouvel environnement et tester l'application. Parce que pareil, si vous faites beaucoup de changements, parfois vous allez avoir des choses du style, avant ça marchait, c'est la nouvelle infra le problème, c'est sûr et certain, mais en fait non, parce qu'il y a eu une nouvelle fonctionnalité qui a induit une régression, et ça, vous n'allez pas pouvoir le voir. Donc vraiment prendre le temps de tester, parce que tester, ce n'est pas douter, c'est juste gagner de la sérénité après. Se préparer aux surprises. Donc moi j'aime bien, il y a 2 lois que j'aime bien. La première, c'est la loi d'Hofstadter qui dit qu'il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi d'Hofstadter. Donc laissez-vous un peu de temps, un peu de mou entre vos tests, entre le moment où vous criez victoire, c'est bon, on a tout migré, ça marche, et le moment où vraiment vous relâchez, vous baissez les armes. Puis il y a une autre loi aussi qui me caractérise dans le perso, mais pas dans le pro, heureusement, qui est la fameuse loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous casser les dents.
ça veut juste dire, si vous envisagez ça, bah vous préparez les scénarios de repli. Qu'est-ce qui se passe si ma migration au final, j'ai modifié mon application, au final ça ne marche plus du tout? Comment je fais pour revenir à la version stable? Je fais les migrations de schémas de base de données, et finalement ça ne marche pas. Comment je fais pour revenir à la version qui fonctionne? Donc le versionning de base de données, etc. Ça c'est très très important de l'anticiper et de le faire en amont. Il y a une autre règle à respecter, c'est la documentation. Parce que je sais qu'en tant que tech, on adore faire des documentations. Je sais. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous tapez des documents Word de 100 pages et plus, mais c'est vraiment faites-le juste au fur et à mesure, des petits readme, un wiki. Quand vous faites des choix, notez le pourquoi du comment du choix, parce qu'après, parfois même quand on fait ses propres modifications, on revient après 6 mois après, on a oublié pourquoi on a pris cette décision. Donc tout ce qui semble important, il va falloir le faire. Faites-le au fur et à mesure, c'est moins contraignant, rébarbatif que de le faire en fait à la fin du projet. Et puis itérer. L'itération, c'est super important. Donc ajuster l'infrastructure. S'il y a des choses que vous voyez que vous pouvez optimiser, il ne faut pas hésiter à le faire. Le dimensionnement, sinon vous allez vous retrouver avec la personne qui a mis sa carte bleue sur le compte du provider qui ne va pas être contente. Donc si vous avez surdimensionné, dimensionnez correctement. Si vous avez sous-dimensionné, dimensionnez aussi correctement. Ajustez tout ce qui est monitoring parce que pareil, moi j'ai vu plusieurs fois des canaux, notamment Slack par exemple, où on reçoit les alertes quand il y a des problèmes, on finit tous par les muter, parce qu'on est tellement en fait assailli de faux positifs que le jour où il y a vraiment un problème, personne ne l'a vu parce que tout le monde a mis le canal en mute. Donc si vous avez ça, il faut le corriger tout ça en amont. Et puis se remettre toujours en question, on en parle quand on est dans le lean management, etc. Donc toujours remettre en question ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire qu'on a fait des choses qui ne sont pas bonnes, ça veut juste dire que tout ce qu'on peut faire, en fait, on peut l'améliorer. Donc il faut toujours s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, c'est très important. On parle notamment, ça correspond à ce qu'on fait dans le DevOps. Et puis, apprendre de votre projet quand vous faites des choses. Dans le monde du dev, c'est très fréquent. Qui est dev dans la salle? Qui est Ops ou SRE ou DevOps Ok, j'ai beaucoup de devs dans la salle. En fait, c'est quelque chose qui est très fréquent, quand faire des rétrospectives dans le monde du dev, mais très peu fréquente dans le monde de l'Ops. Donc quand on fait des changements dans l'infra et tout, on fait de gros projets de migration, mais on n'a pas le réflexe de se poser, de se dire, voilà, maintenant on va faire, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc ça, il faut vraiment le faire. Et puis faites-vous accompagner si vous n'avez pas la compétence en interne, pas sur tout le long du projet, mais voilà, si vous voulez vous former, faites-vous accompagner par des experts ou pas. J'ai vu en fait des personnes faire des choix techniques parce qu'ils connaissaient juste un petit scope. Ils ont appris sur le tas. Forcément, la facture, quand vous payez plusieurs dizaines de milliers d'euros alors que vous n'avez pas beaucoup de trafic, vous ne comprenez pas trop, vous voyez flou. Donc ça, c'est un élément important. Puis pour illustrer mon propos, j'ai ajouté un exemple. C'est un exemple, ça veut dire qui ne représente pas 100% des cas d'usage et la solution que je vais vous présenter ne va pas coller forcément à tous les cas d'usage. C'est juste un exemple. Je mets le petit disclaimer en amont. J'ai une petite application. Donc ça, c'est tiré de projets que j'ai déjà vus plusieurs fois. J'ai une application en microservice. Le microservice A et le microservice C, eux, il y a juste un réplica, une version de cette application, de ce service-là, qui tourne. Puis j'ai le microservice B, lui absorbe tout le trafic. Je n'ai pas rajouté les petites flèches de flux pour alléger mon schéma qui est très très macro. Je stocke tout, j'ai une machine virtuelle, donc je stocke tout sur un serveur. Et sur le serveur, j'ai tous mes fichiers, donc mes assets, mes logs et tout. J'ai une base de données, donc j'ai des réplicas. Voilà, j'ai un master et les réplicas, mes petits réplicas. C'est une application qui est stateful, qui n'a pas de haute disponibilité. Donc j'ai des backups un peu partout, mais si je perds ce serveur, je dois redéployer un nouveau serveur avec ces microservices. Les serveurs sont surdimensionnés parce que je n'ai pas un trafic linéaire, j'ai des pics de charge. Et en fait, pour absorber ce pic de charge, donc j'ai
L'équipe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le pic de charge. Donc, comment on y répond? Elle a pris la valeur la plus haute CPU durable. Elle a déployé, donc elle a surdimensionné son serveur pour pouvoir absorber ce pic de charge. Donc j'ai ça, j'ai pas très peu d'observabilité à part les fichiers de log s'il faut que j'y aille. Donc ils sont en plus sur la même machine. Donc si je perds la machine, je perds mes données. Et puis voilà. Donc quand vous voyez ça, quelle architecture, quelle modification, quelle optimisation vous pouvez envisager? Vous pouvez me dire, hein, levez la main. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui. 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 Oui, je crois que j'avais vu même une main derrière, effectivement. Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc moi, ce que je propose, je ne sais pas s'il y a d'autres suggestions. Il y a d'autres suggestions? D'autres idées? Alors, oui. Oui, on peut. Moi, j'ai fait vraiment pareil, donc par rapport à ce que vous dites, on part sur du cube. En M, j'ai mis une base de données managée, vu qu'on est sur le cloud, donc pourquoi déployer sa propre base de données, s'occuper de mettre à jour le serveur, s'occuper de mettre à jour la version de la base de données. On part sur de la base de données managée, on va automatiser les snapshots, les backups, etc. On a beaucoup de fichiers, avant on avait beaucoup de fichiers qui étaient stockés localement, notamment les logs, les sessions, le cache. On va partir sur du Redis par exemple, pour pouvoir en fait avoir vraiment des applications stateless. Pour tout ce qui est asset, donc les images, tout ce qui est images et autres, on va les mettre sur du S3. Donc l'application elle va venir prendre ça. Et puis les microservices, donc quand on va parler, on va mettre en place des mécanismes d'autoscaling. Donc l'horizontal autoscaling dans Kubernetes, c'est ce qui va nous permettre en fait de rajouter, s'il y a un pic de charge, de rajouter le nombre de services qui vont être créés. Et puis aussi, on va pouvoir aussi mettre du cluster autoscaling, c'est-à-dire si j'ai un pic de charge et que ma machine ne peut pas répondre à ce pic de charge, le cluster autoscaling, ce mécanisme-là de Kubernetes, va pouvoir en fait créer des nœuds, absorber le pic de charge, et quand le pic est passé, supprimer les machines, et comme ça, je ne paye que ce que je déploie. Et puis, on va ajouter un vault pour stocker ces secrets, parce que c'est important. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans Kubernetes, les secrets, ils s'appellent secrets, mais ils sont juste encodés en base 64, ils ne sont pas secrets. Donc, utiliser un outil dédié pour ça. Et puis, on rajoute quand même un firewall, donc un WAF devant, parce que des fois, on se fait des DOS, alors qu'on n'a rien demandé. Ça, c'est juste une suggestion. On pourrait ajouter effectivement du service mesh si on veut. Et surtout, j'ai mis tout en haut, j'ai mis une stack d'observabilité, j'ai mis observabilité. Donc, j'ai pas mis les outils, mais vous pouvez utiliser le stack Prometheus, Grafana, ELK. Les deux fonctionnent très bien, ça dépend du besoin et de la compétence que vous avez en interne, des besoins aussi que vous allez avoir. Mais on ne met pas tout dans la même machine, parce que parfois, en fait, l'absence de remontée c'est un indicateur qu'il y a un problème. Donc si vous mettez tout, votre stack d'alerting à côté de vos applications, que vous n'avez pas d'alerting, vous pensez que ça se passe bien, mais en fait, pas du tout, il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut faire. On peut avoir aussi des applications qui vont tourner sur des services PaaS sans nécessité d'avoir du conteneur, etc. Donc ça dépend vraiment, ça c'est juste pour illustrer les propos. En conclusion, le développement cloud native n'est pas qu'une question technique, c'est une question vraiment de pratique également, de culture et d'organisation. Donc ça, c'est vraiment des éléments cruciaux pour réussir vos projets. Une migration n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen en fait d'atteindre vos objectifs business, ça, gardez-le en tête, à part quand on travaille pour des projets open source, donc ça c'est un autre sujet.
Et puis, il n'y a pas de recette magique, il faut vous adapter vraiment à vos contextes. Vous prenez les bonnes pratiques, ce que vous apprenez ailleurs, et ensuite vous adaptez ça en fait à votre contexte et vous ne faites pas l'inverse. Et puis merci à vous, merci à l'équipe Tourentech pour cet événement, merci à vous. N'hésitez pas à me faire votre feedback et puis si vous avez des questions, on a encore 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques aussi, ça peut aussi bien fonctionner. Tout est clair? Il y a des projets qui étaient un peu ambitieux, mais la quantité de données va faire que ça va coûter beaucoup plus cher d'aller sur le cloud ou que de rester. Voilà. En général, ça, on va faire un mix, on va avoir une architecture cloud hybride, une architecture cloud hybride. Après, il y a des problématiques en fait un peu plus. Si on fait, par exemple, on impose un changement, donc on va avoir une direction qui va imposer un changement. On va aller sur le cloud parce que la direction a des projets qu'elle ne communique pas spécialement à l'équipe. Ça, en fait, c'est ça qui va créer plus de problématiques. Donc, on va migrer, mais à quel prix? Là, c'est compliqué. Mais il y a des projets, oui, on va plutôt revoir le scope. Qu'est-ce qu'on migre réellement? Parce que, en allant sur le cloud, ça va coûter beaucoup plus cher. C'est ça. Exactement. Il reste encore 2 minutes 48, si vous voulez une question. C'est maintenant ou jamais. Non, je rigole. Ok, merci à vous. Et puis, si vous avez d'autres questions à l'extérieur, vous pouvez me retrouver dans l'event. Merci.